Très chers internautes, bonsoir et merci de nous retrouver dans cette 13e édition. Président Badakani face aux internautes. Il est question pour le président Badakani d'apporter des réponses et éclaircies à des préoccupations de nos multiples internautes. Nous sommes accompagnés bien évidemment du président Badakani à qui nous adressons nos sincères salutations. Merci, Madame Béatrice Gayem. Je suis très heureux d'être en face de vous, certainement en compagnie de votre co-intervieweur. Nous allons essayer d'honorer ce rendez-vous militant et intellectuel et politique. Nous cumulons tous ces aspects sur notre plateforme. C'est ça qui fait la spécificité et la particularité de nos plateformes. Donc, je salue nos internautes qui sont là. Je voulais les remercier pour leur fidélité, pour leur engagement. Sans eux, il n'y a pas de communauté. Et je salue aussi nos abonnés. Voilà, et toute l'équipe technique qui a pied d'œuvre pour que nous puissions nous exprimer sur cette plateforme à cette heure-ci. Voilà. Merci, Président Badakani. Au plateau, je suis Tam Béatrice, accompagnée de M. Bokde Philemon, à qui j'adresse mon bonsoir. Bonsoir, Madame Béatrice. C'est un honneur d'être parmi vous cet après-midi, malgré la situation que nous avons déployée dehors. Le climat n'est pas favorable, mais vous avez tenu bon, le président a tenu bon et nous sommes là pour le bonheur de nos téléspectateurs. Nous précisons que nous sommes en face du président Badakani. Cet homme politique qu'on ne présente plus. Et nous rappelons à nos différents internautes que vous êtes en direct sur X, cette émission qui vous est consacrée exclusivement afin que vous puissiez donner vos différentes impressions sur les différentes émissions que le président a eu à faire. En face de vous, vous avez le président Badakani avec qui nous ferons le tour des différentes préoccupations tout au long de cette émission. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir mon chef Le Mombok. C'est un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous dans le cadre de votre rôle, de votre statut par rapport à l'architecture de ce plateau. Merci, voilà. Président. Nous en prie. Nous rappelons, c'est aussi l'occasion pour nous de rappeler aux différents internautes qui nous suivent en direct que nous ne filtrons pas les questions. Et c'est une émission que le président Badakani tient beaucoup à cœur. C'est important de le rappeler. Il faut le rappeler parce que c'est aussi un message que nous envoyons. C'est un message, c'est aussi une marque d'identité de notre plateforme. Combien font comme ça? Combien à ce niveau pour prendre de tels risques? Voilà, donc c'est un message que nous envoyons. Voilà. Jusqu'aux insultes. Je vous ai demandé de me laisser comme insulte. Je pense que la décision de filtrer les insultes, ça vient de vous. Parce que moi, même les insultes, moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me gêne pas. D'accord, Président. Sans doute pas tarder, nous avons une question de M. Yahou Jassem Alain, qui aimerait savoir pourquoi le président Badakani ne se présente pas à une quelconque élection au Cameroun pour évaluer son électorat. On l'a déjà fait. Hein. Nous avons été candidats aux dernières municipales et législatives. On a été candidats. J'ai dit... nous avons eu des élus. Malheureusement, nos élus n'ont pas été pris en compte. Pour parler sans polémique. Et nous avons fait une participation très, très honorable à ces élections-là. D'ailleurs, il avait été reconnu, y compris par nos adversaires, que nous avions la meilleure offre programmatique lors de ce double scrutin municipal législatif. Il est connu dans la deuxième que nous avons eu des élus, mais bon. Mais ils n'ont pas été, cela n'a pas été reconnu légalement. Mais bon, ça va, ce n'est pas un souci pour moi, ça ne me gêne pas parce que je suppose que ceux qui nous écoutent sont des panafricanistes. Bon, je sais aussi que tous ne le sont pas. Il y en a qui panafricanisent en entrant en contact avec nous, ça prend un certain temps pour avoir
il peut avoir la maîtrise des principes panafricanistes, je comprends ça, mais il y en a qui viennent sur nos plateformes, nous abordent avec des principes qui ne sont pas panafricanistes pour juger les questions panafricanistes. Pour comprendre une démarche panafricaniste, il faut l'être. Si on n'est pas panafricaniste, on prend le temps d'étudier le panafricanisme. À ce moment-là, ce sera avec des arguments éprouvés qu'on va aborder les questions. Sinon, c'est un dialogue de sourds. Les panafricanistes ne considèrent pas que la seule voie qui permet de mesurer la représentativité politique est l'élection. L'élection telle que nous l'avons connue, parlons comme ça, sur son visage moderne. Nous, on ne considère pas. La preuve, la plupart des leaders panafricanistes que nous sommes beaucoup dans l'histoire de l'humanité, on n'accède pas toujours au pouvoir par le biais des élections. Les voies révolutionnaires existent. Parmi d'autres voies, il y a la voie révolutionnaire, il y a la voie de la cooptation, il y a la voie de la transmission, que ce soit de façon constitutionnelle ou pas. Il y a beaucoup de voies qui conduisent au pouvoir. Donc, cette fixation sur des élections dans un contexte éminemment néocolonialiste, pour ne pas dire même colonialiste, est un problème. L'histoire du Cameroun montre que les mouvements, c'est une histoire, quand il s'agit des élections, qui écartent objectivement les courants les plus patriotiques. Donc, nous, on allait aux élections parce que nous avons pensé que c'était un moment c'était un moment solennel de rencontre entre les Camerounais et les offres politiques. Donc pour nous, c'était aussi un moment de continuer à passer le message panafricaniste. Mais nous n'avons jamais considéré à notre niveau qu'on arrive au pouvoir, que la seule voie d'accès au pouvoir, c'est la voie électorale. Donc dans un contexte néocolonial, et même dans les pays occidentaux aujourd'hui, les élections sont, d'un point de vue fondamental, sont truquées. Truquées dans le sens où ce n'est plus possible par les élections d'exprimer réellement les intérêts fondamentaux d'un pays. L'élection en tant que telle aujourd'hui est prise en charge par les classes sociales les mieux organisées, les classes sociales les forces sociales de l'argent, etc. Les maîtres de la technologie, n'est-ce pas, ont les capacités aujourd'hui de faire des élections une simple routine, un simple geste mécanique de vote. Alors, cela dit, nous ne minimisons pas les élections, nous ne les élevons non plus à un niveau divin. Pour nous, l'élection, c'est un moyen. Il peut être utile pour un moment, dans un contexte, et il peut aussi suggérer un contexte où les mécanismes électoraux ne sont pas en mesure de peser. Donc, voilà, nous nous présentons aux élections et on entend toujours le faire au cas où, n'est-ce pas, nous apprécierons la nécessité d'y aller ou pas. Voilà. Donc, mais président Mbanda-Kani, comment les panafricanistes conçoivent la démocratie? Mais notre conception de la démocratie est totalement différente, n'a rien à voir avec la version de Fripéry qu'on nous a vendue depuis les années 90. Nous appelons la version démocratique qui est en vogue dans les pays africains depuis les années 90 de la Fripéry. Donc, il y a de la place pour une démocratie de type panafricaniste. La démocratie panafricaniste se distingue de la démocratie néocoloniale occidentale par le fait que la démocratie, l'approche panafricaniste de la démocratie est une approche holistique. Elle est holistique parce qu'elle essaie de concilier
euh, l'expression juridique des mécanismes politiques avec la prise en compte de toutes les réalités d'un pays, de toutes les réalités d'un pays. Pour être plus précis, on ne conçoit pas aujourd'hui qu'on fasse des élections dans les pays africains alors que ceux-ci ne sont pas indépendants, alors que ceux-ci ne sont pas souverains. C'est une blague. C'est une blague. Donc, la démocratie panafricaniste insiste sur la souveraineté, sur l'indépendance, sur les libertés collectives. Les libertés collectives au détriment des libertés dites individuelles purement formelles. Je dis bien libertés dites individuelles purement formelles. Les libertés collectives. Dans ces libertés collectives, vous avez le droit à l'indépendance, le droit à la souveraineté. Vous avez une approche totalement différente des droits de l'homme. Les droits de l'homme tels que nous les vivons aujourd'hui sont des droits de l'homme purement politiques, qui sont basés sur une hérésie. C'est une hérésie qui a été le fait qu'on a séparé, on a cassé l'unité des droits de l'homme, l'unité des droits de l'homme, et on a mis de côté les droits politiques au détriment des droits économiques, des droits sociaux, des droits culturels, qui sont un tout. C'est ça. C'est ce que dit la Charte des Nations Unies, hein. Les gens ne le savent pas. La Charte des Nations Unies est claire là-dessus. Donc, l'approche panafricaniste des droits de l'homme, c'est une approche qui est basée sur l'unité totale et entière des droits de l'homme. Et c'est une importance sur le plan politique. Ça suppose que un pays qui est indépendant l'est sur le plan économique, l'est sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan civilisationnel. Donc, la démocratie panafricaniste va prendre en compte notre organisation de base les plus directes. La famille, les chefferies traditionnelles, etc., le village. Sans verser dans le féodalisme, sans verser dans un passéisme inconséquent, mais il est question de réconcilier ces micro-organisations directes, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, les libertés, telles que la modernité les ont consacrées, n'est-ce pas? Donc, le tout dans une dynamique donc, qui harmonise tout ça. Pour être plus concrète, je pourrais dire qu'il réconcilie la démocratie directe, n'est-ce pas, et le type de démocratie indirecte, telle que consacrée dans la démocratie, soit dite représentative, ou si vous voulez, le parlementarisme. Donc, c'est ça la démocratie panafricaniste. Elle est ancrée dans les valeurs les plus profondes de l'Afrique, dans les valeurs civilisationnelles les plus profondes de l'Afrique. Je répète encore, sans s'enfermer dans un passéisme purement décoratif. Et de ce point de vue, vous allez voir que l'histoire de l'Afrique, le pouvoir en Afrique, c'est un pouvoir qui fait corps avec la durée. Si on laisse de côté nos États néocoloniaux là, le pouvoir, le rapport que l'Afrique a avec le pouvoir de manière fondamentale, c'est un rapport de durée. Quand il est au pouvoir, d'habitude, les royautés africaines, le chef en principe, sauf s'il commet un parjure ou haute trahison, il meurt au pouvoir. C'est-à-dire la durée. La perspective de la durée. Il est important en Afrique que le pouvoir se construit avec la durée. La durée. Donc, ça voudrait dire que, du point de vue de la démocratie panafricaniste, il faut réconcilier, n'est-ce pas, les rythmes longs, n'est-ce pas, qui correspondent de manière culturelle à l'idée que l'Afrique se fait du pouvoir. C'est ce que c'est démontré par les organisations naturelles de l'Afrique, les organisations les plus anciennes du continent africain, et la nécessité d'une modernité politique qui, pour inventer, n'est-ce pas, de nouveaux régimes politiques, de nouveaux systèmes politiques. C'est ça la bataille que nous menons. Nous n'acceptons pas que la démocratie version occidentale est l'horizon dépassable de la politique. Nous n'acceptons pas ça. C'est même pas concevable du point de vue du panafricanisme. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut schématiser ça. Merci, Président, pour ces éclaircies. Président, nous allons enchaîner avec une autre préoccupation, celle de Marcel Atoko, depuis la ville de Toulouse, en France. Ouais. Il dit bonjour, Président, chers camarades, ma question est la suivante.
Que pensez-vous de l'UPC dans son état actuel? Surtout lorsque l'on observe que la plupart de ses représentants dans les médias tiennent des propos assez subversifs, parfois proches des idéologies du NMP. Sont-ils simplement dans la distraction? Pourquoi avez-vous quitté le Manidem? Ça, c'est une autre question qui pose. Vous aviez commencé à expliquer un jour sur le plateau, mais on vous avait malheureusement interrompu. Donc, cet internaute veut savoir à travers ces deux volets. Ce que je pense de l'UPC, c'est que, de manière fondamentale, la manière par laquelle l'indépendance a été négociée au Cameroun ont pesé énormément dans le destin de l'UPC. Écarté par la violence d'État colonial et néocolonial du jeu politique, l'UPC a été contraint de prendre les armes pour revendiquer l'indépendance, la souveraineté et sauvegarder de manière fondamentale les idéaux qui ont justifié sa fondation. Si. Voilà. Après ce moment-là, lorsque l'UPC, parlons comme ça, a perdu la guerre, ils se sont aggravés. L'action des forces impérialistes, dont la France, pas seulement la France d'ailleurs, ont contribué à les factions de l'UPC ont émergé. Si. On peut citer historiquement la faction Maïmatip, qui a collaboré avec Aïdo, la faction révolutionnaire authentique qui était en exil, qui a été incarnée pendant un bon moment par Wungi Massaga. Et d'ailleurs, celle qui est à la base du Manidem, courant historique, et du Manidem devenu plus tard le Manidem, avec pour Anissé Kane comme figure centrale à l'époque. C'est ce dont il parle quand il demande pourquoi j'ai quitté le Manidem. Et il y a eu donc aussi les principes originels de l'UPC, c'est structuré en exil. En exil. Bon, je fais exprès de ne pas parler des parenthèses, des tentatives d'ouvrir des maquis à Djoum, etc. Wungi Massaga, au sein de Afana, etc. Donc, à la faveur du retour au multipartisme et à la démocratie, l'UPC est revenu en force en première ligne, mais ces clivages ont réémergé et l'action du pouvoir, héritant des stratégies de gestion, de ce qu'on appelle la gestion de l'UPC par le colon, le pouvoir n'a pas hésité lui aussi à favoriser l'aile collaboratrice au détriment de l'aile révolutionnaire. Bon, revenir à la légalité, donc, il y a donc ceux qui ont dit non, nous on va garder les 3 sigles, nous on ne négocie pas ça, on va rester UPC, les 3 sigles, et la partie révolutionnaire, on peut dire comme ça, une bonne partie révolutionnaire a continué avec Anissé Kane, qui lui a opté pour légaliser le Manidem, le mouvement africain pour l'indépendance et la démocratie. Pendant ce temps, l'UPC est fidèle aussi à un Makit, Moukoko, mais tout ça c'est le courant révolutionnaire de l'UPC, le courant authentique de l'UPC, les Makit, Moukoko, etc., qui ont continué comme l'UPC fidèle et qui n'ont pas obtenu la légalité. D'accord. Alors, mais le courant collaborationniste sous l'ère du président Biya, on l'a a repris à son compte la géoethnie et a décidé d'enraciner l'UPC dans ce qu'on pourrait appeler les bastions tribaux. Alors vous avez 2 bastions géoniques fondamentaux, le bastion de la, parlons comme ça, entre guillemets, Bassa, et le bastion Bamileke. Donc, ces 2 bastions-là, aujourd'hui, fonctionnent, voilà, fonctionnent dans les conditions que tout le monde sait. Le pouvoir décide quel est l'UPC légal, reconnaît l'UPC légal. Tout ça, je pense que, de manière fondamentale, permet de séparer 2 choses. Premièrement, on peut appeler comme ça le nostalgisme UPCiste, le nostalgisme. Ceux qui veulent, qui sont attachés à ce qui reste du PC historique originel tel qu'on l'a connu, ce qui en reste, sont attachés à ça. Et cela se divise donc en factions plus ou moins reconnues par l'État. L'État gère cette légalité.
il y a ce qu'on appelle la continuité du PCiste dans les conditions du XXIe siècle. C'est-à-dire, autrement dit, si Oumiobe, Moumie, Wandje, etc. vivaient aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils feraient? Certainement, ils n'iraient pas s'embourber dans les querelles autour d'un cycle. Ils auraient relancé l'UPC dans les modalités, n'est-ce pas, qui exigent le contexte d'aujourd'hui. Il me semble donc que l'UPC vivante est panafricaniste, parce que c'était des panafricanistes. L'UPC vivante reprend les combats que les Wandje, les Moumi ont menés à leur époque, reprend ces combats-là aujourd'hui et les actualise dans la lutte pour la souveraineté nationale, pour l'indépendance, pour l'unité de l'Afrique et pour la construction d'un véritable internationalisme, monde multipolaire par exemple. C'est-à-dire que toutes les luttes au niveau global qui vont dans le sens de la préservation de l'espèce humaine, de la nécessité de s'assurer que l'argent dans le monde ne soit pas confisqué par une minorité au détriment de la majorité, et à partir de là que cette minorité dicte, n'est-ce pas, le sort de l'humanité, dicte le sort des nations. Donc, Oumiobe et les Wandje se seraient retrouvés dans ça. D'accord. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, l'attachement au sigle, l'attachement nostalgique de l'UPC à l'UPC enferme certainement, n'est-ce pas, dans ce que j'appelle le collaborationnisme. À défaut de ça, le commémorationnisme. On commémore chaque année, etc. Bon, c'est bien de faire tout ça, mais bon, ça ne répond pas aux défis de l'heure actuelle. Nous sommes, je me revendique de ça, pas pourquoi tout le temps je me revendique, je dis je suis un UPCiste. Parce que j'essaie de faire aujourd'hui ce que Wandje, Moumi et Conso auraient fait si j'étais vivant aujourd'hui. Voilà. Alors maintenant, pourquoi j'ai quitté le Manidem? Mais parce que le temps de quitter était arrivé. J'avais achevé mon rôle dans ce parti, j'en suis devenu président. Dans les conditions que tout le monde sait à l'époque. Nous avons été les premiers, les seuls, à imposer une alternance démocratique dans un parti politique de l'opposition. Les gens oublient ça au Cameroun. On était les premiers. Et à l'époque, là, ça avait secoué, hein, ça avait tenu en haleine le Cameroun pendant des mois et des mois. Et ça a été un printemps extraordinaire, printemps politique extraordinaire au Cameroun. Mais après, donc, lorsqu'il y a eu des secousses à l'interne, j'ai préféré démissionner et partir. Voilà. Merci. Voilà. Voilà. Mais je garde d'excellentes relations avec mes anciens camarades. Il y a de très bons souvenirs que j'ai gardés de mon passage au Manidem. J'y ai passé 10 ans. Hein. D'accord, c'est 10 ans. J'ai gravé tous les échelons, petit échelon jusqu'au plus grand. Jusqu'à devenir président. Tout à fait. Merci, Dans président. NMP. Non, du Manidem. Du Manidem. Puisqu'il parle du Manidem. C'est après que j'ai créé le NMP. Merci, Président, pour cet éclaircissement, tout ça, sachant que M. Marcel Atoko nous suit également. Oui, nous avons une préoccupation de M. Van Diana, qui dit Président Mbandakani, comment justifiez-vous à ce jour, malgré la totalité de votre savoir matériel et spirituel, le choix de votre présence dans ce système anthropophage que vous savez antipositif pour l'ensemble des peuples mélanodèrmes de notre temporalité, à commencer par vous? Je ne comprends pas ta question, hein, de manière fondamentale, parce que ce n'est pas très précis. Une justification. Oui, j'ai bien compris. Comment justifier à ce jour malgré la totalité de votre savoir matériel et spirituel, le choix de votre présence dans ce système anthropophage que vous savez antiproductif pour l'ensemble des peuples mélanodènes de notre temporalité, à commencer par vous. Je suppose qu'il parle de mon soutien au président Biya. Puisque si, en dehors de ça, je ne vois pas de quoi tu parles. Parce qu'il n'est pas précis. Alors, système anthropophage,
que je sais antiproductif pour l'ensemble des peuples mélanodèmes de notre temporalité. Bon, le problème qu'on a, pour ceux qui ne comprennent pas ou qui considèrent que on peut pas soutenir le président Bobia par principe et être panafricaniste, c'est que justement, ils ne prennent pas le temps d'étudier les principes panafricanistes. Hein? C'est un problème. Deux, ils nous amènent dans des débats d'opinion. Mais un débat d'opinion, ça sort. Moi, je ne peux pas empêcher à quelqu'un de haïr Bobia. Mais simplement, quand on est dans l'opinion, il faut qu'on soit en mesure de savoir que l'opinion vaut ce qu'elle vaut. Une opinion, c'est un avis non informé. Une opinion, c'est un avis sentimental. C'est une opinion. La plupart du temps. Alors que quand on est en politique et qu'on veut régler la question de ces rapports à un régime politique ou à un système politique, au-delà des émotions et des sentiments, il faut que la démarche soit informée et basée sur des données réelles, des données stratégiques, tactiques. Voilà. Bon, et historiques. Or, la plupart du temps, et j'ai l'impression que mon ami Njana, de ceux-là, ils sont dans l'antibiaïsme primaire. L'antibiaïsme primaire est valable sur le plan personnel. C'est valable. C'est-à-dire que quelqu'un décide de haïr Paul Biya ou de l'aimer, c'est son droit. C'est valable. On ne conçoit pas qu'on puisse obliger quelqu'un à aimer le président Biya. Mais ce n'est pas un projet politique. Ça ne peut pas être un projet politique. Ça peut être une stratégie ou un choix tactique, mais tôt ou tard, ça va vous coincer. La première question rationnelle qu'on doit se poser quand on aborde la question du président, du régime, du système RDPC, du régime du RDPC, je l'ai déjà dit, la première question, c'est comment un régime comme celui-là peut tenir depuis 42 ans au pouvoir, malgré toute l'adversité auquel il fait face. La question fondamentale qu'on se pose. Ce n'est pas, on dit pas, je n'aime pas ce régime, il tue, il vole. C'est une opinion que vous avez. Un régime ne tue pas parce que quelqu'un a dit qu'il tue. Pour qu'un régime soit qualifié de tueur, il y a des mécanismes qui doivent être maîtrisés et par lesquels on devra passer. Et donc la sanction permettra de dire qu'on a affaire à un régime de tueur qui fait ceci, un régime de vol. Donc c'est ça que j'appelle opinion. C'est ça que j'appelle opinion. On est dans un phénomène politique qui a la forme d'un régime qui dit depuis 42 ans. Donc, soit on s'élève au-dessus et on aborde ce rapport d'un point de vue objectif en s'appuyant sur des critères politiques, des données politiques et des critères politiques, soit on peut s'étrangler dans la haine et par là on va commencer à maudire les gens, comme par exemple le procès qu'on me fait en disant comment tu peux soutenir un régime comme ça. Je suis Camerounais, je vis au Cameroun. Moi je ne vis pas à l'étranger, je vis au Cameroun. Si le Cameroun était un enfer, il serait mort depuis. Le Cameroun n'est pas l'enfer. Ce n'est pas l'enfer. Si c'était l'enfer, non seulement les Camerounais qui sont au Cameroun ne feraient pas ce qu'ils font, mais les étrangers, tous ces gens qui trouvent que le Cameroun c'est un Eldorado, ne devraient pas s'installer dans notre pays. Avec des résultats qu'on voit, puisqu'on les voit prospérer au Cameroun, ils prospèrent au Cameroun. Ici, président. Voilà. Vous prenez les Chinois, vous prenez tous ces gens qui prospèrent. Donc, le Cameroun, ce n'est pas l'enfer, ce n'est pas le paradis non plus. Voilà, c'est une néocolonie simplement. Moi, de manière politique, je l'appelle, quand il faut ça de néocolonie. Et c'est ce constat objectif vain. Parce que le Cameroun a tous les caractéristiques d'une néocolonie. C'est incontestable. Donc, à partir de ce constat-là, on ne peut pas réduire le sort d'une colonie à son dirigeant, d'une néocolonie à son dirigeant. On ne peut pas. Sinon, si c'est une néocolonie, on ne réduit pas son problème à son dirigeant. Si on dit que ce n'est pas une néocolonie, on est dans l'erreur. Parce que tous les caractéristiques montrent que c'est une néocolonie. Donc, le procès qui m'est fait par mon ami Njana est un procès en sorcellerie. Comme,
tous ceux-là qui me font ce type de procès me font un procès à sorcellerie. Parce qu'ils veulent m'obliger à quitter le terrain de la science politique, le terrain de l'objectivité politique, pour basculer sur le terrain de l'opinion, de la démagogie et de la facilité politique. Mais qu'ils souffrent et acceptent que je refuse ça. Je refuse ça. Et comme je l'ai déjà dit depuis très longtemps, moi je n'ai empêché à personne de renverser Paul Biya. C'est-à-dire que si vous estimez que le Cameroun c'est l'enfer et que les Camerounais souffrent trop et que vous vous contentez d'une position sur les réseaux sociaux, vous dites que bon ok, le Cameroun est mauvais, vous vous limitez à ça et vous prenez des ailes supérieures comme si en le disant, vous êtes moralement supérieur, c'est de l'enfantillage. Venez renverser Paul Biya. Si vous renversez le Paul Biya, vous allez tuer Bandakani. Vous finissez avec moi aussi une fois parce que bon, je le soutiens. Venez le renverser. Est-ce que j'ai empêché quelqu'un de renverser le président Biya? Mais se mettre à distance ou bien prendre des positions morales qui ne débouchent pas sur quelconque action sur le terrain et après on croit même qu'on est moralement supérieur à ceux qui soutiennent Paul Biya ou bien qui travaillent dans son système, c'est de l'enfantillage politique. Ce n'est pas, ça dit que ça ne mérite même pas qu'on s'attarde là-dessus. Parce qu'une fois de plus, on est en politique. On est en politique. Donc, une fois que, si j'ai donc dit ça, je réponds à mon ami Van Djana, que bon, ne pensant pas comme lui, que le Cameroun c'est un système anthropophage. Si je ne pense pas comme lui, le débat est clos. Si je ne pense pas comme lui. C'est vrai. Voilà. Donc, simplement, ne pensant pas comme lui, le Cameroun pour moi n'est pas un système anthropophage, c'est une néocolonie. Deux, tout n'est pas mauvais au Cameroun. Il y a des acquis que nous avons obtenus depuis 42 ans que le président est au pouvoir. Il y a des acquis. Maintenant, il y a beaucoup de choses négatives aussi. C'est ça le problème d'une néocolonie. Alors, donc, soit on adopte une approche panafricaniste, et dans ce cas, donc, le président est une variable secondaire. Le président. La variable première étant les structures de l'État néocolonial qui dépassent un individu. C'est ça le problème. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a le choix entre l'antibiaïsme primaire et son point d'aboutissement, c'est l'alternance. Soit on est dans l'anticolonialisme, l'anti-néocolonialisme, sa destination, c'est le panafricanisme, c'est l'alternance plus l'alternative. C'est deux choses différentes. Vous voyez, non? Oui, très bien, c'est ça. Bon, alors, maintenant que c'est clair comme ça, mon ami Djana, je crois que on s'est entendu. Merci, Président. Ça a été très clair. Je ne pourrais pas être plus clair que vous. J'espère qu'il a bien noté, il a bien suivi. Nous allons embrayer avec cette autre préoccupation de M. Élie Théodore Gwetbatom. Il dit, président Bandakani a déjà été élu où? Et son parti a eu des élus quand? À chaque année électorale, il parle de déstabilisation pour s'associer au RDPC. Ce monsieur n'est pas du tout sérieux. Il est une machette à double tranchant. Il fait semblant de couper du côté du parti au pouvoir et il coupe du côté de l'opposition. C'est lui le vrai déstabilisateur de l'opposition camerounaise. C'est un faux panafricain qui combat ses petits frères qui lui sont supérieurs. Monsieur le Président, à l'analyse de cette préoccupation, alors de cette question, qu'est-ce que vous pouvez dire à cet internaute? Mon ami Élie Théodore Gwetbatom, sa question est un tissu d'incohérence, de confusion et de contradiction. Alors, si c'est moi le vrai déstabilisateur de l'opposition camerounaise, c'est qu'elle est faible. C'est un constat. C'est un constat que lui devrait connaître et mieux poser sa question. Parce que si vous posez une question et que la question elle-même montre que vous ne savez pas de quoi est-ce que vous parlez, le débat est clos. Puis si on va aller, Bandakani a déjà été élu où? Nulle part. Son parti a des élus quand? Jamais. Ok, donc je ne suis rien et mon parti n'a rien. Comment un parti qui est rien, zéro, peut être le principal déstabilisateur de l'opposition camerounaise? Est-ce que rien peut déstabiliser, rien peut déstabiliser 1, peut déstabiliser 2, peut déstabiliser 5? Rien, c'est rien. À partir du moment où je n'ai pas d'élu, je ne suis rien dans le paysage politique, je n'existe pas. Comment je peux être en même temps le plus grand déstabilisateur de l'opposition?
Vous voyez, c'est ce type de question qui montre que mon ami Elie Théodore Ngoué-Batum veut se mettre à un niveau de discussion qui n'est pas de son niveau. C'est le problème. Je suis obligé de lui parler comme ça. Parce qu'il est très dur envers moi. J'aurais souhaité qu'il soit dur en ayant des arguments. Il n'a aucun argument. Il n'est pas capable de poser une question qui est cohérente en elle-même. Ce qui montre qu'il ne sait pas de quoi il parle. Et qu'il doit se recycler pour se mettre d'abord au niveau pour poser les bonnes questions. Quand on est capable de poser les bonnes questions, ça veut dire qu'on sait de quoi on parle. On dit que ce qui est cohérent s'énonce clairement. Et les mots pour le dire. C'est-à-dire, comment on dit ça, sont abondants. Si, c'est présent. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ce monsieur pose une question et se tire une balle lui-même dans ses questions. Donc, ça veut dire que je suis très important. Parce qu'il faut être très important pour déstabiliser les grands partis de l'opposition qui, eux, ont des élus, ont des militants. Moi, j'ai 0 élu. J'ai 0 militant. Comment je suis encore le vrai déstabilisateur de l'opposition camerounaise? C'est un faux panafricain qui combat ses petits frères qui lui sont supérieurs. Bon, faux panafricain, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Peut-être, si ça peut faire plaisir à mon ami Batum, qui continue à dire que c'est un faux panafricain. Ouais. Ok. Merci, Président Badakani. Nous avons l'internaute, M. Martial Goupio, qui nous fait une forme de révélation. Il dit ceci. C'est quand même incroyable ce que M. Kamto veut nous montrer dans ce pays. Lui qui était conseiller politique au SDF, au moment où ils ont boycotté les élections législatives, il a vu les conséquences de cet acte sur la suivi du SDF dans la vie politique. Il est venu refaire la même erreur et maintenant il veut débaucher un élu d'un parti opposé pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. L'incohérence de la démarche est incroyable. Voilà. Sauf si on consacre le fait que la politique est réservée aux truands, parce que là, il se comporte comme un parfait truand. Bon. C'est son observation. Moi, je pense que faut pas perdre de vue qu'on peut être devant une ruse. Une ruse, certes, qui peut se retourner contre M. Kamto, parce que, de toute apparence, M. Kamto n'a que fait de la cohérence de ses positions dans le fil du temps. C'est-à-dire que M. Kamto peut dire une chose aujourd'hui, demain il dit son contraire, 2 jours après il dit autre chose. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas ses partisans. Donc nous, on ne va pas être plus royaliste que le roi lui-même. C'est-à-dire que si les partisans de M. Kamto considèrent que l'incohérence et l'absence de continuité logique dans les différentes sorties et discours d'un leader politique, ça ne vaut rien, et que le fanatisme gomme tout ça, nous, on va pas être plus royaliste que. Mais ce qu'on peut dire, une fois qu'on a donc compris ça, on ne perd pas le temps à vouloir réciter les contradictions de M. Kamto. Sauf si on s'adresse à un autre public. Dans ce cas, ce public-là, lui, il est bien informé, il sait que bon, voilà ce que vaut cet homme politique, voici ce qu'il a dit hier, voici ce qu'il dit ici, voici son parcours, tout ça et comme ça. Et le débat est clos. Pour tous ceux qui veulent, ceux qui sont informés au Cameroun, qui ont une certaine maturité politique, qui ont un sens de l'éthique politique, etc., leur position est arrêtée sur M. Kamto. Il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà. Moi, je pense que on est dans une ruse. La ruse peut se retourner contre lui, mais on est dans une ruse. Moi, j'ai l'impression qu'on veut distraire les gens en nous amenant à faire une fixation sur le mandat impératif, alors que M. Kamto sait certainement peut-être qu'il ne sera pas candidat du MRC, mais d'un autre parti qui lui peut présenter quelqu'un à l'élection présidentielle. D'ailleurs, le ministre de Gouvernement vient de l'appeler. Si. Non, toi-même tu dis que tu peux être candidat avec le MRC. Cherche un autre parti. Je pense que Kamto est très intelligent pour comprendre bien que il faudra, si vous êtes candidat à l'élection présidentielle, ça ne sera pas avec le MRC. Je pense que c'est ça. On est dans une diversion stratégique et tactique qui consiste à vous envoyer à droite alors qu'on va à gauche. Moi, je le pense. Le vrai débat, il est ailleurs, de mon point de vue.
D'accord. Quel est le projet que porte Maurice Kamto, le MRC, et toute sa galaxie? Je pense que c'est l'extrême agitation qu'on fait passer pour de la stratégie. Le fait de reprocher aux autres violemment ce qu'on fait soi-même. Je répète, hein, l'extrême agitation qu'on fait passer pour de la stratégie. L'incohérence dans les prises de position et les options. Cette fois-là, les options les plus décisives concernant l'avenir du parti. Le fait d'insister et de prendre en charge au niveau le plus absolu l'antibiaïsme primaire et de faire de ça un projet politique masque quelque chose de plus grave que les observateurs avertis ont déjà vu. On a fait un agent de l'étranger. On a fait un agent de l'étranger qui ne cache pas ça, qui s'assume et qui a donc fait et qui a installé son quartier général révolutionnaire à Paris et en France. D'accord. Donc tout le bruit qui est fait là, c'est pour masquer la véritable identité politique et le véritable projet qui est derrière le MRC et toute la galaxie qui tourne autour. Donc, c'est du ouattarisme version camerounaise. C'est le niveau le plus extrême de la servilité politique. C'est un projet néocolonial assumé de manière éhontée. Mais tout ça est masqué par un radicalisme de surface qui a pour marqueur essentiel l'anti-béaïsme primaire. Plus on a servi le président Biya, plus on a été son fils, son filleul, plus en apparence on est radical envers lui, on est le plus anti-biaïste, le plus anti-biaïste forcené qu'on puisse exister. Voilà. Donc, bon, nous qui avons beaucoup d'informations, nous qui avons de l'expérience en politique, nous rions quand on voit tout ça. Le vrai débat, il est là. Et à ce niveau-là, c'est une ruse. D'accord. C'est une ruse. Quel est le quartier général stratégique du MRCRU? C'est à Paris. C'est à Paris. M. Kamto n'a jamais caché son allégeance à la France comme étant le socle de sa démarche politique et de ses choix stratégiques. Sa haine à l'égard du panafricanisme, sa haine à l'égard de l'AES se passe de commentaires. Et c'est ça qui est essentiel. Le reste, c'est la distraction. C'est la distraction. C'est ça. D'accord, Président. C'est très bien noté pour celui qui a envoyé cette question. J'espère qu'il a bien compris ou alors il a suivi avec attention vos différentes éclaircies. Nous allons continuer avec cet anonyme, Président. Il dit je suis parfaitement d'accord avec vous sur toute la ligne, Président Bandakani, à propos du Togo. Mais j'aimerais que vous preniez plus le souverainisme des pays d'Afrique francophone au détriment du panafricanisme, qui n'est pas mauvais en soi. Les pays d'Afrique francophone ont besoin d'être souverains aux premiers abords. Et il conclut en disant merci. Bon, je crois que l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Donc il dit une même chose. Oui, il croit que les deux sont opposés. Le souverainisme et le panafricanisme ne sont pas opposés. L'un est la condition de l'autre et vice versa. Vous ne pouvez pas aujourd'hui être souverain dans le monde d'aujourd'hui. Vous n'avez pas une vision globale des problèmes de l'humanité. C'est-à-dire, je veux dire à mon ami que les problèmes nationaux sont des problèmes globaux au XXIe siècle. Et les problèmes globaux sont les problèmes nationaux. C'est ça. Voilà. Et le panafricanisme est la voie par excellence qui nous met au carrefour de la complexité de ces enjeux. Il faut le panafricanisme pour pouvoir articuler
cette réalité de ce que les problèmes nationaux aujourd'hui sont des problèmes globaux, les problèmes globaux sont des problèmes nationaux. Il ne faut pas l'africanisme. Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas être aujourd'hui un véritable souverainiste, si on doit parler comme ça, parce que bon, le mot est souvent utilisé contre nous par nos ennemis et des gens qui sont inconsistants idéologiquement. Donc, si vous ne pouvez pas être aujourd'hui un vrai souverainiste sans la perspective panafricaniste, et vice-versa. Donc, c'est ce que je voulais ajouter pour qu'ils comprennent très bien pourquoi l'un ne va pas sans l'autre. D'accord. Merci, Président. Nous avons la question de M. Léonard qui demande qu'a réalisé Touadéra depuis son accession au pouvoir. Aucune université, aucun hôpital, aucune voie ferrée. Les tergiversations de Touadéra sont décevantes. Il s'agit de l'avenir des Africains. Il n'y a donc pas de place pour les calculs. M. Bandakani, arrêtez de couvrir M. Touadéra. Non, je ne reçois pas d'ordre d'internautes qui posent des questions, surtout quand les ordres qu'ils donnent ne sont basés sur aucun argument pertinent. Ils sont basés sur la haine et les émotions. Non, ce n'est pas recevable. Mon cher Léonard, pour qu'il y ait université, qu'il y ait hôpital, qu'il y ait voie ferrée, il faut que l'État soit debout. Est-ce que je dois lui rappeler ça? À l'arrivée au pouvoir, il n'y a plus de temps, en SCA. L'État n'avait pas seulement failli, mais l'État était failli et s'était effondré, n'existait plus. Donc, on connaît dans quel état se trouvait la SCA quand le président Touadéra arrive au pouvoir. Aujourd'hui, on voit dans quel état le pays se trouve. Le pays a beaucoup avancé, l'État est debout, une armée s'est levée, se constitue, les conditions sont en train d'être réunies pour que le potentiel économique du pays soit valorisé. Dans les années qui viennent, la SCA sera un des pays les plus riches d'Afrique dans les années qui viennent, pourvu que la trajectoire ne soit pas déviée. Donc, il faut être aveugle vraiment et être dans un anti-Touadéra primaire pour raisonner, pour dire des choses comme ça. On sait d'où est parti le pays. On sait d'où vient le pays. Voilà, donc le président Touadéra est cohérent. Même quand j'étais Premier ministre, il avait un bilan que personne n'imaginait qu'il aurait pu avoir. Le président Touadéra, il ne tombe pas comme ça du ciel. Les Centrafricains se reconnaissent en lui parce que depuis qu'il est entré en politique, ils savent ils ont vu à chaque fois ce qu'il a fait dans des conditions extrêmement difficiles. Donc le Centrafrique est sur une très bonne voie. Voilà. Et bientôt, cette réalité triste, tragique, de pauvreté, de malheur, sera désormais bientôt une réalité du passé. Le pays va entrer dans une ère de prospérité. Et c'est ce que nous souhaitons de tous nos voeux. C'est pour ça que nous soutenons Touadéra. C'est un président pionnier dans le combat panafricaniste. Merci, Président. Nous espérons que M. Léonard gardera son mal à patience pour pouvoir voir ses réalisations effectives. Nous le lui souhaitons. D'accord. Nous allons embrayer avec M. Patrick, Camerounais vivant au Congo, à Brazzaville. Il dit, Président Bandakani, pensez-vous que nous ayons besoin d'une communauté économique, même petite soit-elle, pouvant permettre ainsi aux jeunes panafricanistes d'échapper au piège maçonnique pendant cette période de guerre secrète et silencieuse? Si oui, je participerai à la fondation de cette communauté volontiers. Bon, qu'est-ce qu'on appelle communauté économique? Peut-être un rassemblement d'États à vocation essentiellement économique. Tu sais, c'est ce qu'il dit. Oui, il a dit, dans ce moment-là, il faudra panafricaniser, à défaut de les remplacer, les anciennes institutions communautaires. La CEMAC, bon, pour la CEDEAO, nous l'avons dissoute, déjà, on ne revient pas dessus. La CEMAC, toutes ces structures, comme on voit, la SADC, on voit bien que ce sont des nains géopolitiques, ce sont des nains communautaires, capables de régler les crises. De ce point de vue, je suis d'accord avec lui. Il n'y aura pas de panafricanisme si la question économique n'est pas prise en charge sérieusement par le panafricanisme. C'est un des points faibles. Hein. C'est un des points faibles du nouveau panafricaniste. Mais bon, nous on travaille ça. Il faut un véritable projet économique
bien travaillé, c'est-à-dire qui a intégré, pour mieux les dépasser, les contraintes et les obstacles objectifs que l'impérialisme a adressés sur notre chemin. De manière concrète, ça veut dire qu'il faut que les leviers de la prospérité économique en Afrique soient libérés. Il faudra changer le rapport que nous avons jusqu'ici à nos matières premières. Il faudra réussir le pari de l'industrialisation. Il faudra régler le défi monétaire. Et tout cela passe par une véritable stratégie de niveau global qui nous permet donc d'agir au niveau global pour desserrer les étaux qui sont constitués par la prééminence des institutions financières internationales sur notre destin économique. Donc, tous ces leviers-là, il faudrait les libérer dans une véritable stratégie panafricaniste. De ce point de vue, je pense que c'est intelligent de sa part de penser que ça pourrait commencer par des petites communautés. L'AES aujourd'hui, quand elle va régler, en même temps qu'elle est en train de régler la question sécuritaire, comprend très bien que ça ne suffira pas simplement de se concentrer sur la sécurité. Il faut attaquer le volet économique. Ils comprennent ça. Donc, c'est bien. Il nous faudra étudier, articuler cette pensée globale avec des véritables stratégies sectorielles dans les domaines stratégiques, au niveau des matières premières, par exemple. Là, les choses peuvent se faire. Hein? On n'est pas obligé de... chaque pays n'est pas obligé d'aller négocier le sol de ses matières premières seul. Une stratégie sectorielle dans ces différents domaines intégrée peut nous rendre forts. Mais pour faire ça, il faut commencer petit à petit. C'était ça le plan Lagos. Hein? Le plan Lagos, c'était aussi ça. Le plan Lagos, c'était ça. Donc, un nouveau plan de Lagos, mais qui est pensé de manière à éviter les obstacles qu'on n'a pas pu éviter hier, à l'époque, parce que on a fait cracher un avion qui portait les experts africains qui allaient réfléchir sur la stratégie, par exemple, minière commune de l'Afrique. C'est comme ça que les Occidentaux ont cassé le plan de Lagos, ils l'ont détruit en assassinant ces animateurs. Donc aujourd'hui, il faut une stratégie qui va anticiper sur ces risques-là, de manière à faire comprendre aux gens que plus on sera unis, plus nos matières premières vont coûter plus cher. Bon, ça suppose un système original panafricaniste de péréquation qui permettra qu'une fois qu'on a vendu, qu'on puisse bien répartir ça. Mais ça, c'est le panafricanisme. Qui peut le moins, peut le plus. Qui peut le plus, peut le moins. C'est une question de suivi. Si on ne fait pas ça, ça ne sortira pas en Afrique. Donc, c'est un peu ça. Donc, de ce point de vue, je partage sa démarche et je lui dis que bon, il peut y commencer à soutenir l'AES en attendant que d'autres communautés panafricanistes se mettent sur orbite. Président, je voudrais placer une question. Je voudrais savoir, est-ce que le projet du Sango-Coin du président Touadéra ne participe pas à cet élan? Non, le Sango-Coin, c'est encore une stratégie nationale du président Touadéra pour contourner les obstacles structurels historiques qui brident l'indépendance monétaire de l'Afrique. Il a bousculé la CEMAC, hein? Il les a amenés à élargir au niveau du cadre juridique de la CEMAC, à élargir et à intégrer la question de la monnaie numérique. Ça à mettre à son actif. Mais maintenant, au niveau de la stratégie, il est encore au niveau d'une stratégie nationale. Il aurait été bien que il y ait une stratégie communautaire, parlons comme ça, au niveau de la CEMAC, pour aborder la question. Il était bien. Mais tout ça va arriver, hein? Tout ça arrivera. On a un niveau tellement... Les pressions populaires sur les pouvoirs sont tellement fortes aujourd'hui que aucun pouvoir ne va s'en sortir s'il n'a pas une vision panafricaniste, s'il n'a pas une approche nouvelle, globale, c'est-à-dire panafricaniste, des défis. Merci, Président. Merci, Président Banda-Kani. Monsieur Hilaire Achim, qui dit « Le pape n'est pas une création humaine. Désolé, le pape est le successeur de Saint-Pierre, choisi par Jésus lui-même. »
Bon, c'est une question ou bien c'est une remarque? Apparemment, c'est une affirmation. C'est une président. affirmation. C'est une affirmation. Bon, qu'il apporte la preuve. Du point de vue biblique, il est indiscutable que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, je bâtirai mon église, je te donne les clés. Oui, Jésus l'a dit. Mais tu sais, quand Jésus dit ça à Pierre, Pierre est pape. Il n'est pas pape, il est disciple de Jésus, il est apôtre disciple de Jésus, il n'est pas pape. D'abord, faire de Pierre un pape, il faut expliquer ça aux gens comment ça s'est passé. Deuxièmement, faire de ce pape-là le successeur de Pierre, il faut encore expliquer ça. Donc c'est ça, les gens viennent dans des débats, ils croient qu'ils sont dans une chapelle où ils parlent avec, ils sont en train d'écouter les récitations d'un prêtre. Les gens abordent des sujets sans même prendre la peine de savoir quel est le contexte logique qui encadre le débat. Moi, je ne suis pas un catholique, qu'on peut raconter n'importe quoi parce que bon, le pape parle, c'est Dieu qui a parlé, s'il ne veut pas, il est l'intermédiaire entre toi et Dieu. Quand les saints ne tombent pas encore, Dieu aussi qui sont là. C'est pas un catholique, on ne parle pas à un non-catholique comme ça. On est ici dans la vérité. Dans la vérité. Si vous dites que le pape est le successeur de Pierre, c'est un titre. Ouais, ça ne me regarde pas, c'est un titre. Donc, une organisation peut donner un titre de n'importe quelle nature à son chef. Mais de là à venir nous faire croire que le titre-là a une validité historique vérifiable, bon, il y a un pas de pas franchir. Donc, je lui réponds avec ses propres termes, qu'il a lu la Bible. Oui, Jésus a dit, il a parlé de Pierre. Encore que il y a Pierre et Pierre dans la Bible, hein, parce que le même Pierre a régné. Le même Pierre a régné Jésus, non, quand c'était chaud. Si, président. Voilà. Bon. Je ne peux même pas entrer dans ce type de subtilité théologico-intellectuelle. Ce serait très compliqué pour moi et mon ami qui pose la question. Qui m'amène le verset biblique où on appelle Pierre pape. S'il amène ça, je veux retirer ce que j'ai dit. Ça n'existe pas. Pierre n'a jamais été pape. Jamais été pape. Qu'à un moment donné, il a été le chef des apôtres, oui, mais il n'a pas été pape. Pape, ce n'est pas la chefferie. Ce n'est pas être chef des apôtres. Pape, c'est une création humaine. C'est les humains qui ont créé le pape. Ça n'existait pas avant. Les premières communautés chrétiennes restaient avec un pape. Ça a duré plus de 200 ans, hein, avant que la papauté n'émerge. Il faut qu'il ait lu l'histoire de l'Église catholique. Et on sait comment on a créé cette affaire-là. On sait comment ça a émergé. C'est tout ce que je dis. Je ne dis pas plus que ça. Donc, voilà. Donc, désolé mon ami, il est hachi, c'est toi qui es dans l'erreur. Dis-nous que c'est un titre qu'on a donné au pape, Les catholiques ont décidé qu'ils vont appeler leur pape successeur de Pierre. On aurait pu l'appeler successeur de Satan. C'est un titre. Ce n'est qu'un titre qu'on a donné. Chacun peut créer un titre dans quelqu'un, dans une organisation quelconque. Voilà, c'est pas ça que je dis. Donc, d'après la vérité biblique, il n'y a pas ça. Pierre n'était pas pape. Il n'a jamais été pape. Et si Pierre n'a pas été pape, un pape n'est pas successeur de Pierre. C'est un titre. Les catholiques, sur la base de leur conception théologique, ont décidé de donner au pape, de dire que notre pape, nous décidons que, à partir de ça, nous disons qu'il est successeur de Pierre. Voilà, on disait même qu'il est vicaire de Christ. Bon, un autre pape est arrivé, il a arrêté ça. Celui qui est mort là, Bergoglio. Hein. Bergoglio. Il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, moi, je suis que vicaire de Christ. Voilà. Il a dit ça. Donc, vous voyez que un pape est arrivé là aussi, un jour, il dit qu'à partir d'aujourd'hui, moi, mon titre de successeur de Pierre, je ne veux pas ça. Bon, rien ne va l'arriver là à l'instant. Hein. Parce que les hommes ont créé leur affaire, ils ont donné des titres. Mais même du point de vue apostolique, hein, je veux l'attaquer, du point de vue apostolique, là, ça n'a rien à voir. Successeur de Pierre, pape, tous ces consorts. Il faut faire la part entre les inventions humaines, pour une raison ou une autre,
et ce qui relève véritablement de la véritable continuité historico-biblique, ou bien biblico-historique. Il ne faut pas confondre les deux. Donc, de ce point de vue, ce n'est pas un débat, mon frère. Moi, je maintiens ma position. D'accord, Président. Et nous connaissons vos positions concernant cette institution. Parce que vous dites toujours vous respectez la foi de chaque catholique. Nous allons embrayer avec M. Luc Tabi Bourdon, qui réside en France. Il dit, selon vous, quels seraient les ressorts d'un modèle social panafricain applicable, si ce n'est à l'échelle continentale, mais au moins à l'échelle de l'Afrique subsaharienne, dans une optique de stabilisation et de maintien d'une cohésion sociale panafricaine face à la multiplication des points chauds qui se déclarent et prolifèrent de manière persistante sur notre continent? Bon, pour l'instant, les repères, les ressorts fondamentalement vont partir des nations pour l'instant, à cause du fait que le panafricanisme n'est pas encore bien digéré par les élites africaines, les élites supérieures africaines. Elles sont encore toutes moulées dans des schémas néocoloniaux, même du fait de leur parcours scolaire, pour la plupart, et même après leur parcours professionnel et leurs orientations politiques. Alors, de ce point de vue, donc, les ressources seront des points de départ nationaux. C'est le cas des pays de l'AES. On voit comment on est parti des ressources nationaux pour arriver à créer une alliance. Et maintenant, un traité. Voilà. Pour traiter d'une question spécifique, la sécurité, qui certainement va conduire, ils iront plus loin après. Ils iront plus loin parce que c'est comme un engrenage. On va voir que non, la sécurité, on ne peut pas l'avoir si on fait seulement le tout sécuritaire. Il y a les dimensions économiques de la sécurité. Il y a les dimensions stratégiques de la sécurité qui vont au-delà des armes, simplement, et qui dépendent de la capacité à créer de l'économie, capacité à mobiliser les éléments culturels, les patrimoines culturels, etc. Au niveau le plus élevé possible. Donc, ça va commencer comme ça. Mais ça n'exclut pas que le chemin faisant, de nouvelles institutions panafricanistes voient le jour, qui vont prendre en charge les défis panafricanistes, des types propres de défis panafricanistes, à savoir par exemple une stratégie géopolitique africaine aujourd'hui n'est pas faisable si les organisations du type de l'Union africaine, mais pas ayant les mêmes objectifs, ni les mêmes parrains, mais au moins supranationales, naissent sur la base d'une démarche purement panafricaniste. Ça peut se faire dans un secteur précis. Ça peut se faire pour porter un ensemble de projets intersectoriels et même suprasectoriels, etc. Mais peu importe. Mais on n'évitera pas ça. On n'évitera pas ça. Donc, l'AES est déjà une réponse. D'autres réponses vont émerger. Mais, de manière fondamentale, au regard de la réalité de la conscience historique qui opère sur le continent, pendant un bon bout de temps encore, les ressorts seront nationaux. D'accord. Mais la puissance des défis fait que on n'aura pas le choix. On va être obligé de fédérer les réponses, on va être obligé d'articuler des réponses au-delà des limites, au-delà des frontières nationales. Et là, encore une fois de plus, la pertinence panafricaniste de cette démarche-là s'imposeront. Donc, moi, j'ai de l'espoir, mon cher Luc Tabi Bourdon, d'avoir ta question, une question très, très profonde. J'ai de l'espoir. Et n'excluez pas le fait que la logique d'un gars comme Marcus Garvey triomphe. Garvey disait, contrairement à Nkrumah, qu'on n'a pas besoin de commencer par l'unité de toute l'Afrique. Garvey disait que non, un État puissant peut émerger et être la base d'une diffusion, n'est-ce pas, d'un projet panafricaniste qui n'aura pas seulement pour frontière le continent, mais même le monde. Je pense que Garvey
Gave avait raison. Il ne faut pas être dogmatique. Krumah n'a pas tort. Gave n'a pas tort. Donc les contextes vont déterminer les choix qu'on va faire. Mais l'erreur qu'il y a eu, c'est qu'à un moment donné, la pensée de Krumah a tellement été, a beaucoup rayonné sur le continent au point où on a fait croire que, à partir du moment où il n'y a pas l'unité au niveau du continent, il n'y a pas de panafricanisme. C'est pas vrai. Le panafricanisme de manière fondamentale, c'est d'abord la lutte contre l'impérialisme, c'est d'abord la lutte contre la négation de la dignité du noir. Et on n'a pas besoin, même à partir d'une maison, ça peut se faire, d'un quartier, d'une nation, etc. Les Toussaint Louverture n'a pas commencé au niveau, à un niveau de fédération très élevé. C'est parti d'une question localisée, mais d'envergure, qui avait un fort potentiel de retentissement au niveau mondial, les esclaves à Haïti. Et on a vu comment, à partir d'un phénomène bien localisé, ils ont débouché sur une grande révolution qui a changé la face du monde. Voilà, donc il faut qu'on soit ouvert. Il faut qu'on soit ouvert, mais pourvu que ceux qui sont devant soient de vrais panafricanistes bien formés, ayant une bonne solidité, une bonne conscience idéologique, stratégique, et maîtrisant la connaissance, ayant de la connaissance. C'est ça qui est le plus important. Merci, Président. Merci vraiment pour ces éclaircies. Et nous allons faire une petite tournée au Congo-Brazzaville. Prendre la question de M. Kenyirini, qui dit « Bonjour, Son Excellence Bandakani, président d'un Cameroun libre et prospère. Ma question est la suivante. Savez-vous qu'il y a certaines personnes qui livrent ardemment le même combat que le vôtre, mais dans le noir? Car j'en connais qui, toutes seules, se sont battues et eux-mêmes et ont même été combattus avec comme pour talent d'Achille l'isolement. Aussi, aviez-vous pensé un instant que dans votre entourage se trouvent des éclaireurs de l'ennemi? » Bon, je suis d'accord avec mon ami Kenyi Rengni, depuis Brazzaville, que d'abord je voulais le remercier pour ses pronostics quant à notre destin dans notre pays. Je le salue, je lui dis merci pour ça. C'est très bien de voir qu'il y a des gens qui pensent que le NMP n'est pas hors jeu et que la voie institutionnelle classique qui fait office de seule voie actuellement est une imposture et que beaucoup de rebondissements imprévus vont se manifester. Donc je le salue, je lui dis merci pour ça. Deuxièmement, bon, savez-vous qu'il y a certaines personnes qui livrent ardemment le même combat que le vôtre, mais dans le noir? Oui, je n'ai jamais pensé le contraire. Il y a beaucoup de panafricanistes qui se cachent, qui ne veulent pas qu'on sache qui sont là. Moi, je suis un témoin vivant. Si je dis le contraire, même Dieu va me punir. Et pourquoi ils se cachent, président? Oui, pour plusieurs raisons, c'est normal. D'abord, dans tous les combats, il y a des gens qui combattent comment on dit ça, en off. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le système que nous combattons, mais qui de cœur, même de pensée, ne sont pas les partisans de ce système. Ils sont, parce qu'ils sont en situation professionnelle, mais de cœur, ils n'y sont pas. Et ils veulent se donner le combat panafricaniste sans s'exposer. Il y en a beaucoup, et nous bénéficions de leur soutien. Donc, ils sont là. Hein. C'est pour ça que je suis contre. Voilà pourquoi, vous voyez, quand je dénonce l'antibiaisme primaire, c'est pourquoi. C'est que les antibiaismes primaires pensent que tous ceux qui sont dans le régime Biya sont même pourris. Il y a des gens là, dans le régime Biya, qui sont même plus valables que ceux qui se font appeler opposants là. Il est 1000 fois plus valables. Ils sont là, ils sont silencieux. Nous, on les connaît. Ils soutiennent le combat panafricaniste en silence. Et là où ils sont là, ils sont utiles parce qu'ils mettent à notre disposition un ensemble d'informations que nous, on n'aurait pas pu avoir sans qu'ils soient là-bas à l'intérieur. Toute lutte doit considérer tout ça. Donc voilà, donc je suis d'accord avec lui par rapport à ça. Il dit qu'il, bon, j'en connais qui tous seuls se sont battus et ont même été combattus avec comme pour talon d'Achille l'isolement. Oui, il y en a. D'ailleurs, je les salue. Hein. Ils ont toute notre reconnaissance. Tout votre soutien. Oui. Aussi, avez-vous pensé un instant que dans votre entourage se trouvent des éclaireurs de l'ennemi? Oui, pourquoi pas? Il veut dire des traîtres, des espions, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mon cher Kenyi, mais nous on vit avec ça. Hein. Nous on vit avec ça et c'est pour ça que quelqu'un qui s'engage dans le combat panafricaniste doit concilier la sagesse, la connaissance et une grande spiritualité pour éviter
n'est-ce pas, les pièges de ce niveau, à savoir les pions de l'ennemi qui sont dans ton entourage. Donc, je suis d'accord avec vous. Merci bien, Président. Nous allons embrayer avec cette autre préoccupation de M. Monchili Sangou Adamou, depuis Koutaba au Cameroun. Il dit, Monsieur le Président Bandakani, comment obtenir la carte de membre du parti NMP? Je suis certain d'une chose, c'est que si le MRC part aux élections, le NMP ira aussi. Je rêve d'un Ibrahim Traoré au Cameroun, à la seule différence que notre Traoré sera un civil et ce sera mon président Bandakani. Qu'Allah vous protège quand une lourde mission est à venir. C'est de prendre à charge le destin du Cameroun. Bon, c'est en même temps une demande et un encouragement. Pour la demande, je pense que nos services prendront attache avec lui. Je crois qu'à partir de son message, on peut le joindre. On prendra attache avec lui pour lui donner les modalités d'adhésion au NMP. Maintenant, la lourde mission qui est à venir, que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse parce que il a une vision. Il voit, comme on dit chez nous, il a une vision. Et on se retrouvera. Mon cher Mouchili, on va se retrouver et ensemble, on va porter cette mission. On va la réussir. D'accord. Voilà. C'est vrai que j'ai répondu à ça, peut-être Si. après ça, mais je voulais qu'on insiste de manière spécifique. Je crois que c'est La question numéro 4. Oui, je crois que c'est la question numéro 4. Il ne faut pas qu'il pense qu'on a eu peur de sa question. Vous voyez, le président est soucieux de tous les internautes qui prennent part à nos émissions. Il a fait que nous revenons sur cet internaute. Même quand ce n'est pas ma faveur. Hein. D'accord. C'est vrai qu'il a dit qu'en répondant à la question, je crois, à la question 1, vous avez essayé de brosser, c'est pour ça que nous avons vu que ce n'est pas nécessaire. Tout à fait. C'est de l'internaute dont le nom est La Chaîne de Vérité. Ah oui, c'est son nom, hein? Ah oui. La Chaîne de Vérité. Il dit, franchement, M. Bandakani était extrêmement pertinent, sauf quand il parle du Cameroun. Quand bien même Paul Biya ne serait pas inféodé à la France, l'État du Cameroun est une honte. Et j'ajouterai que M. Paul Biya est par contre un maître de la politique politicienne au point de réussir à surfer sur le panafricanisme. M. Bandakani, ce serait mieux de dire que vous ne souhaitez pas parler au sujet de la politique du Cameroun afin de pouvoir, en partie du Cameroun, diffuser une pensée panafricaine au Cameroun, mais aussi dans le reste de l'Afrique. Votre défense de Paul Biya ne vous honore pas. Alors que votre pertinence sur bien des sujets a fait de moi un de vos auditeurs assidus. J'ai maintenant du mal à écouter vos analyses tellement votre discours au sujet de la politique camerounaise me révulse. Bon, ben, la chaîne de vérité est libre de ne pas suivre mes analyses. Il est libre de ne pas suivre mes analyses. Parce que on ne va pas se mentir, soi-même on ne va pas se mentir. Vous dites que je suis extrêmement pertinent, sauf quand il s'agit de Cameroun, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas possible que je sois pertinent sur tous les sujets et pas sur le Cameroun. Parce que ça avait les mêmes méthodologiques. Ça avait le même logiciel intellectuel que j'aborde tous les sujets. Tous les sujets. Donc, au Cameroun, je ne change pas de logiciel. C'est vous qui voulez me changer. En me disant que non, si le Cameroun fait comme ça, non, ça ne marche pas comme ça. Dans ce cas, vous voulez prendre ma place. Vous faites ce que je fais. C'est le problème. Donc, j'ai expliqué que l'anti-biaïsme primaire, c'est un sentiment, est purement sentimental et relève d'un choix individuel. Je respecterai toujours le droit de chacun à haïr Paul Biya. Mais Bandakani ne peut pas opérer sur un... Moi, je n'ai rien aucun président. Hein. Est-ce que vous avez vu, moi, j'ai haï un président. Moi, j'ai soutenu le président en Afrique que tout le monde avait jeté. Mais sur la base d'une logique rigoureuse. Et ça a donné des résultats. Le dernier en date, je crois que c'est... J'ai toujours eu cette longueur d'avance-là. Donc, je n'avais pas... Tu sais qu'il dit... Voilà l'exemple. Voilà quelqu'un que moi, je ne soutenais pas. Moi, je dis, je le soutiens à fond. Parce que moi, je n'ai pas de problème
individuelle. Si quelqu'un dit que bon, le président Ouattara t'a fait quoi? Ouattara a fait pire que tout le monde parce que lui, son règne inaugure la colonisation de l'Afrique. Or, le panafricanisme est contre ça par essence. Voilà pourquoi j'ai ce rapport au régime de Ouattara. Sinon, moi, a priori, moi, je n'ai pas de rapport sentimental avec un dirigeant. Or, des gens, vous dites, le Cameroun, c'est une honte. C'est votre droit. Vous pensez que tous les Camerounais au Cameroun pensent que le Cameroun, leur pays, c'est une honte? Non. Non. Vous avez des millions de Camerounais, mon cher ami, qui ne pensent pas que leur pays, c'est une honte. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ne soyez pas nombriliste. Le Cameroun, ce n'est pas votre nombril. C'est le problème que vous avez. Donc, pour éviter d'être nombriliste, on aborde une démarche objective, qui ne s'appuie pas sur les opinions des gens, sur les sentiments qu'on peut avoir à l'égard de tel ou tel. Et une telle démarche doit s'appuyer sur des données objectives. Objectives. Donc, si quelqu'un dit que le Cameroun c'est une honte, parce qu'il n'a pas d'emploi, parce que peut-être tel aspect du pays l'énerve, je le répète encore, c'est du sentimentalisme. Parce que quand vous n'avez pas d'emploi, ceux qui ont de l'emploi vont dire que le pays va bien. Quelqu'un peut dire que le pays va bien parce qu'il travaille, parce que son frère a une position. Ça dépend. Donc vraiment, la politique a un aspect sentimental, émotionnel, mais cet aspect-là trompe beaucoup les gens. La politique est très rationnelle et objective, parce que la politique est basée sur les intérêts, la prise en charge des intérêts objectifs. Donc c'est clair. Intérêt de classe, intérêt de groupes dominants, des groupes dominés, etc. Et lorsqu'on veut rapporter ces intérêts-là, que ce soit à une démarche politique ou une autre, une fois de plus, ça suppose une démarche objective, intellectuelle et même scientifique. Bon, si on se met hors de ça, on me donne des ordres comme ça, on me dit que voilà, j'ai du mal à écouter vos analyses. Mais si vous avez du mal à écouter, vous vous faire mal. Comment tu peux te faire mal toi-même? Épargne-toi ce mal-là, tu n'écoutes même plus. Si tu estimes que je suis pertinent ailleurs et pas sur le Cameroun. Non. Je ne peux pas être pertinent ailleurs et ne pas être pertinent sur le Cameroun. Non. Parce que c'est ça, ma démarche, les bases de ma démarche sont les mêmes quand il s'agit du Cameroun, quand il s'agit d'autres pays. Moi, à partir du moment où je répète que le Cameroun est une néocolonie, moi, je suis cohérent. Je suis cohérent. Je ne veux pas haïr Paul Biya parce que tout le monde haït Paul Biya. Même quand tout le monde haïrait Paul Biya, ce n'est pas une démarche scientifique, sérieuse, que de dire que bon, comme tout le monde haït Paul Biya, je dois se le haïr. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Il y a d'ailleurs cette occasion pour moi de dire, il y a quelqu'un qui m'a... avec votre permission. Hein. Si, président, allez-y. Voilà, voilà, il a Monsieur Alioune Diouf. Lisez un peu, c'est le même registre. Parce qu'il peut croire qu'on a fui sa question. Que non, on a évité sa question. Non. Lisez un peu la question 10. Alioune Diouf. Cher Président, vous nous avez toujours dit que les gens de l'administration française sont des menteurs, des assassins et qui sont tous mauvais parce qu'ils travaillent pour maintenir nos pays dans la pauvreté et la misère. Mais là, pour défendre le Highlander du modèle Paul Biya, vous allez jusqu'à crédibiliser les déclarations d'un ambassadeur français en Afrique. Highlander est-il un panafricain? Voilà le type de question. Voilà les mêmes gens. C'est-à-dire que c'est la même démarche, la haine d'un individu sur la base d'arguments subjectifs, purement émotionnels. C'est ça le problème. C'est-à-dire, écoutez ce qu'il me dit. Et après ça, il va dire, parce que si on ne prend pas ta question, il va dire que non, cette question est tellement puissante qu'on a eu peur. Alors que sa question, ça fait même pitié. Je suis désolé de parler comme ça. Parce que j'ai tellement expliqué ces choses. Il me dit que j'ai toujours dit que l'administration française sont des menteurs, des assassins, et qu'ils sont tous mauvais parce qu'ils travaillent pour maintenir nos pays dans la pauvreté et la misère. Je ne peux pas dire ça. D'abord, je ne peux pas dire ça. C'est-à-dire que je parle de l'État français. On parle français. L'État français, c'est différent des fonctionnaires français. Les fonctionnaires français ne définissent pas la politique de la France. C'est les politiciens, les chefs qui définissent, et les fonctionnaires exécutent. Maintenant, dans l'histoire, il y a des réseaux qui sont constitués, etc. Mais même jusque-là, ça n'enlève pas le fait que nous parlons de la politique d'un État. Attention,
On ne parle pas de la démarche d'un individu, fut-il fonctionnaire, fut-il ambassadeur. C'est un exécutant. Ça c'est au niveau du principe. Maintenant, il dit, vous allez jusqu'à crédibiliser les déclarations d'un ambassadeur français en Afrique. Je n'ai pas crédibilisé l'ambassadeur. J'ai repris ces déclarations pour dire que si c'est Badakani qui parle, on va dire que j'aime trop Paul Biya. Si c'est le ministre de Biya qui parlait, M. Diouf allait dire que il n'est pas crédible, ça ne vaut rien. J'ai donc convoqué l'ancien ambassadeur français au Cameroun, Christophe Guilou, de manière objective. C'est-à-dire, j'ai pris ce qu'il a dit dans une conférence où il s'adressait aux étudiants camerounais et africains de lyrique. Monsieur, mon cher Diouf, j'ai pris ce qu'il a dit. Il ne s'adressait pas à Badakani, il s'adressait à un auditoire non politisé par principe. Et il a dégagé des données qui sont vérifiables partout. Qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est ça qui choque. Parce que, comme on apporte des arguments qui choquent les anti-biaïstes primaires, ils se réfugient dans des comportements pareils. C'est pitoyable. Guilou a dit que, en 30 ans, de 90 à maintenant, la France a perdu 30% de parts de marché au Cameroun. Et ils sont passés de 40% de parts de marché à 10%. Et ils sont d'impôts français. La France perd des parts de marché de ce niveau. C'est incroyable. C'est-à-dire, imaginez aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, la France se retrouve à dégringoler en matière de parts de marché sur une telle échelle. Mais ce serait incompréhensible. Donc, alors, comme l'argument là est implacable, et que ça confond les anti-biaïstes primaires, ils se réfugient dans ce genre de manœuvre pour dire que Highland est un panafricain. Oui. Vous dites que Paul Biya, le président Biya, est un pion de la France. Ok, d'accord. Je dis donc que sous le pion de la France, en 30 ans, la France dit que j'ai perdu de part de marché de 30%. Les Chinois ont pris ça. Bon, c'est à vous maintenant de démontrer comment on peut être pion de la France et ne pas s'assurer que la France ne perd pas de part de marché. Pas garanti, vraiment. C'est à vous. C'est énorme. Donc moi je vous dis, hein, l'antibiaïsme primaire va vous enterrer. Et il n'y a pas de meilleure façon de maintenir Paul Biya au pouvoir que d'exceller dans l'entrée en malade mentale. Il y a un problème. J'ai notre rapport à la politique. C'est une réalité. Et deuxièmement, dites-moi comment Paul Biya peut être un pion de la France et le quartier général des opposants camerounais à l'heure actuelle, c'est Paris. Monsieur Ayoun là, Diouf là, vous qui haïssez Paul Biya comme si il a pris votre femme. Je dis que tous les opposants, c'est pas seulement la base, hein. La plupart des opposants camerounais là, c'est pas la base. Tous, je dis bien, leur quartier général, c'est en France. Prenez que le candidat à l'élection présidentielle. Si. Il y a même un qui habite carrément à Paris. Il va quitter Paris pour venir ici faire sa campagne. Monsieur Bouet. Oui, je crois que c'est cet avocat, je crois bien. C'est pas un avocat, c'est un homme d'affaires. Bouet, c'est mon ami, hein. C'est un ami. On se parlait très bien. Tous, vous prenez Cabral Libi. Lui, il est très fier quand l'ambassadeur de France vient assister au deuil de son père. Cabral Libi était très content et pour lui-même, ça montrait qu'il a grandi, qu'il est devenu un grand. Le fait que l'ambassadeur de France vient au deuil de son père. Ne parlons pas de Camto. Lui, c'est un Français. Pour faire. Donc, dites-moi comment donc, le président Biya, c'est un pion de la France et le quartier général de la résistance contre Paul Biya, c'est à Paris. C'est-à-dire que l'opposition camerounaise fait croire qu'à partir de la France, on peut changer le Cameroun. Mais allez-vous me régler vos contradictions. Vous n'avez pas le niveau. Vous me poussez à vous parler comme ça. Je vous ai dit, vous n'avez pas le niveau et vous voulez me donner des leçons. Vous n'avez pas le niveau. En dehors du combat panafricaniste, j'ai bientôt 40 ans de politique au haut niveau au Cameroun. 40 ans, bientôt. J'ai commencé la politique très jeune. J'ai été un patron de l'antibiaïsme primaire, plus que vous. Je suis allé en prison plusieurs fois pour ça. En risquant ma vie. Donc il faut quand même savoir à qui on parle. À un moment donné, il faut savoir à qui on parle. Qui est en face de vous. Vous vous asseyez dans les réseaux sociaux. Vous ne savez même pas ce que veut dire affronter un seul policier. Vous dites que vous êtes contre Paul Biya. Quand on est contre Paul Biya, on affronte la police. Hein. C'est dans la rue qu'on sent ce que veut dire être contre Paul Biya. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Vous ne prenez aucun risque.
Donc c'est ça que ça. Donc il faut arrêter ça. Donc faut pas déformer les propos de quelqu'un parce que on veut se flatter. Non, ça c'est le comportement typique d'un anti-biaisme primaire. Une fois de plus, je répète, c'est pas un projet politique. Ça ne peut pas changer un pays. On ne change pas, ça ne peut pas changer le Cameroun. Le changement au Cameroun ne viendra pas de l'anti-biaisme primaire. Ça viendra du panafricanisme. Un panafricanisme conscient, assumé et bien maîtrisé au plan idéologique, au plan économique, au plan stratégique, au plan géopolitique et au plan spirituel. Merci, merci Président d'avoir remis vos propos à monsieur Alou Diouf. Ouais, remettre à sa place, je dis là, il faut qu'il remette. On appelle ça remettre les pendules à l'heure. D'accord. Voilà. Je crois qu'il a omis de remettre vos propos, le contexte dans lequel vous avez pris cette déclaration de cette édition. Nous profitons de cette occasion pour vous remercier, Président, d'avoir fait partie des nôtres pour cette grande réflexion qui concerne les internautes. Nous remercions aussi tous ces différents internautes qui prennent plaisir à nous suivre, à s'abonner et à envoyer des questions qui contribuent aussi à cette grande lutte panafricaniste. Je remercie aussi Madame Chain qui a été parmi nous cet après-midi. Nous remercions aussi l'équipe technique. Nous disons à tous nos abonnés de toujours commenter pour pouvoir faire rehausser ce combat. Et nous vous disons rendez-vous à la prochaine édition, à jeudi, et restez toujours connectés. La diffusion sera en ligne sur notre différentes plateformes. Merci. Je vous remercie.